Bonsoir. Une émission en deux parties. Une première partie avec le volleyball et le tournoi qualificatif pour nos filles au championnat du monde. Et une deuxième partie consacrée au football à un dossier, l'arbitrage. Pourquoi l'arbitrage? Parce que c'est au lendemain de la réunion qui a regroupé l'ensemble du corps arbitral en présence du président de la Fédération algérienne de football, M. Mohamed El Abraoua, et du président de la CCA, M. Belhaïd Lakarn. Invité dans cette première partie, M. Oukba Gougam, le président de la Fédération algérienne de volleyball, et Abdou Serwani, journaliste à Planète Sport. M. Oukba Gougam, le tournoi a débuté hier, l'Algérie n'a pas joué, un seul pays a déclaré forfait, vous confirmez, c'est le Ghana. Oui, effectivement, puisque jusqu'à hier soir, ils n'étaient pas encore arrivés, même s'ils avaient fait l'objet d'une exclusion de la compétition déjà avant-hier par le responsable de la Confédération africaine, mais quand même nous avons essayé quand même de les attendre jusqu'à hier la matinée, mais officiellement, ils ne seront pas dans ce tournoi qualificatif. Les choses sérieuses pour l'Algérie, ou disons la compétition, débute pour aujourd'hui? Oui, bon, la compétition débute aujourd'hui, mais je pense pour notre équipe nationale. Oui, pour notre équipe nationale, avec un premier match contre le Nigeria à 18h15. Mais le Nigeria, bon, je pense que quand même c'est une équipe qui reste à la portée de notre équipe nationale. Abdou Serwani. Eh bien, la première question qui me vient à l'esprit, Président, c'est que aujourd'hui, dans le groupe d'équipes africaines qui sont dans ce tournoi, deux équipes avaient battu la sélection nationale féminine. Je cite le Nigeria et l'Égypte lors du championnat d'Afrique, donc au Kenya. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans le même scénario. La question que j'ai envie de poser est toute simple. Est-ce que la machine algérienne va se mettre en marche à la Salle Harsha pour ce tournoi? Je pense que oui. Bon, de toute façon, effectivement, quand vous le dites, bon, nous avons été battus lors des derniers championnats d'Afrique par le Cameroun et par l'Égypte par 3-2. Mais n'oublions pas que la composante n'est pas tout à fait la même. Bon, c'est ça. Parce que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions. Nous ne sommes plus dans les mêmes conditions, d'une part. Et d'autre part, bon, je suppose que notre équipe et le groupe a énormément travaillé pendant pratiquement un mois et demi. Puisque les stages ont commencé réellement vers le 16-17 janvier, avec des stages en Algérie. Et dernièrement, puisqu'elles viennent de rentrer d'Italie avec un stage pré-compétitif en Italie, avec un total de 5 ou 6 matchs amicaux qu'elles ont fait. Et puis le dernier stage pour un petit peu s'adapter à la Salle Harsha, qui s'est terminée juste avant la compétition. Justement, je reviens à la préparation. J'ai vu l'entraîneur italien de la sélection nationale féminine plutôt zen, plutôt tranquille. Il a dit nous allons jouer pour nous qualifier au mondial. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas beaucoup de soucis, d'autant plus que l'équipe avait joué 6 matchs en 7 jours en Italie. Il était plutôt tranquille, l'entraîneur. Il n'y a pas un excès de confiance quelque part? Non, je pense que c'est lui qui est le plus à même de nous dire. Bon, je pense que lui, il parle beaucoup plus de la forme de notre équipe Vous lui avez sûrement parlé, Président. Ah, ça c'est sûr. Bon, et puis il a visionné aussi. On lui a donné la possibilité de visionner un certain nombre... Les adversaires Oui, bien sûr, parce que nous disposons quand même de certaines cassettes. Il a visionné. Bon, je pense que c'est par rapport à ça. Monsieur Oukba Gougam, ce qui lui fait, pour aller dans le même sens ou rebondir sur la question de Abdou Serwani, ce qui lui fait dire à l'entraîneur national, ou cette sérénité qu'il dégage à l'approche de la compétition, avant le début de la compétition, n'est pas lié également au retour des cadres de l'équipe? Non, certainement. Parce que, je vous dis, c'est peut-être lui, c'est par rapport à ça qu'il s'est fait une idée, par rapport que ce soit à notre équipe ou par rapport aux adversaires. Je pense que c'est par rapport à tout ça, et puis par rapport à ce qu'il avait dans ses matchs, par rapport au travail qu'elles ont fait aussi, parce que, bon, ça c'est de l'avis des joueuses aussi. Il y a eu un travail énorme qui a été fait, auquel même, je dirais, les filles n'étaient pas habituées. C'est ce qui ressortait des propos de la capitaine d'équipe, Fatma Zahra Oukazi, qui a dit on a travaillé durement. Effectivement. Il a bousculé un peu les habitudes? Sur tous les plans. Je peux vous dire qu'il a bousculé les habitudes sur tous les plans, y compris... 6 matchs en 7 jours, c'est le rythme de ce tournoi. Oui, moi aussi j'ai eu l'occasion de le voir travailler. C'est un rythme très soutenu, ça veut dire qu'il utilise chaque seconde, même ne serait-ce que par rapport à ce qu'il nous a demandé comme matériel ou comme besoin.
Et puis je lui dis, j'ai eu l'occasion de le voir, il ne perd pas une seule minute. Et puis il commence à donner aussi de nouvelles habitudes aux filles. Alors, avant le début de la compétition, parce qu'il faut toujours retenir les leçons du passé, Oui. est-ce que tout a été réglé? Prime de match, prime de qualif, est-ce que tout ça est réglé ou bien ça reste en suspens? Non, non, non. Il n'y a aucune question qui reste en suspens. Alors là, pas du tout. Pas du tout. L'ensemble des problèmes ont été réglés. Toute discussion qui était nécessaire, nous l'avons eue avec le groupe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elles ont été encouragées aussi par-ci, par-là, que ce soit par nos partenaires ou même par les autorités, à savoir Monsieur le ministre. Bon, sur ce plan-là, il n'y a aucun souci. Pour rester toujours sur cette compétition, la Tunisie s'est qualifiée pour les championnats du monde. L'Algérie est en pole position? Oui, moi je peux vous dire que nous avons nos chances pour nous qualifier. Par contre, la Tunisie, c'est vraiment une... C'est une surprise, ils ont battu le Kenya. Oui, oui, une grosse surprise. Elles ont battu le Kenya. Oui, oui, oui. C'est une grosse surprise parce que franchement et sincèrement, il est très difficile de battre le Kenya au Kenya. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas eu la chance de voir ce match, mais... Nos filles l'avaient fait. Nos filles l'avaient fait. Non, 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 au Kenya, non. Oh, jamais. Jamais. Elles les avaient battues en Algérie. Oui. En Algérie, elles les avaient battues, mais pas au Kenya. Jamais battues au Kenya. Au championnat d'Afrique en 2007, nous avons perdu en finale à 3-0. Bon, et au dernier championnat d'Afrique aussi, mais je vous dis que c'est une équipe difficile à battre au Kenya. Comment les Tunisiens ont fait? Bon. Bah sûrement, vous aurez les images un peu plus tard pour l'entraîneur national. Ce qui est intéressant, rappelons que cette équipe nationale, notre équipe nationale filles, a été la seule à avoir participé pour les Sport Co aux derniers JO, aux 2 derniers JO, Pékin et Londres. La qualification au championnat du monde est indispensable Certainement. pour rester sur cette dynamique? Certainement, parce que d'autant plus que nous avons... Malheureusement... On y reviendra pour les garçons, on y reviendra. On a raté une qualification déjà, mais c'est sûr, ne serait-ce que pour maintenir la discipline à un certain standing. Vous savez très bien qu'on a beau faire des efforts pour faire autre chose, mais très souvent, ce sont les résultats qui comptent. Alors, vous nous permettez de faire la transition. Les garçons, ils ont raté la qualification pour 1-7, rappelons-le. La compétition s'était déroulée au Cameroun. C'est les Camerounais qui partent au championnat du monde qui aura lieu en Pologne. C'est un échec pour vous? Oui, oui. Surtout que pour moi, ça ne s'est pas joué à 1-7, mais ça s'est joué à 1 point. Je dis bien, ça s'est joué à 1 point, parce que le fameux 7 dans lequel on avait pris de l'avance... Le 7, c'est contre le Nigeria qu'on l'a concédé. Non, je parle d'abord du 7 que nous avons, le premier 7 que nous avons perdu contre le Cameroun, alors qu'on avait un écart de points assez important. À 24-22 notamment, nous avons eu 4 ou 5 balles de 7, ce qui fait que c'est plutôt une qualification qui s'est jouée plutôt à 1 point, et non pas à 1-7. Et je vous dis sincèrement, c'est une élimination très amère et très difficile à digérer, parce que là aussi, je vous le dis, moi je parle de la discipline de manière générale, parce que ça nous aurait carrément propulsé sur... Il manque toujours... on n'arrive pas à passer au palier supérieur chez les hommes ces dernières années. Oui, c'est pour ça que je vous dis c'est amer, parce que jusqu'à présent... Mais qu'est-ce qui manque justement? C'est quoi ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est la faute à pas de chance, c'est le mental, c'est la qualité des volleyeurs, c'est quoi? Bon, moi je dirais que c'est le mental, parce que là, à 2 reprises, l'équipe avait le ticket entre les mains, et puis c'est eux qui l'ont offert au Cameroun. Et c'est le mental, parce que je reviens aussi, parce que moi je vous dis, le Cameroun, on pouvait les battre. Pour moi, c'est une certitude. Même avant qu'on ne parte, ne serait-ce que par rapport à un certain... On les a plus battus depuis 2009. Oui, oui, mais je vous assure qu'on pouvait les battre. Notamment par rapport aux conditions ou aux circonstances dans lesquelles était cette équipe du Cameroun. Moi je vais être quand même un peu dur, hein, parce que là... Justement, c'est pour ça que vous êtes là. S'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas eu cette qualification, s'il n'y a pas eu un bon résultat, il faut rappeler que, vous l'avez dit, le Cameroun nous a battu en championnat d'Afrique, nous a éliminés du tournoi des Jeux Olympiques 2012. Et il y a eu également cette 3e défaite. C'est certainement pas la même équipe du Cameroun qui a fait ces 3 matchs. Donc, il y a tout un... Est-ce que de l'autre côté, ça ne progresse pas aussi?
au niveau du Au Cameroun. niveau continental, au niveau du Cameroun, par exemple. Non, non. Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, l'équipe du Cameroun qui était au tournoi de qualification n'a rien à voir avec celle qui était notamment au championnat d'Afrique en Tunisie. En 2000. Non, en 2013. Récemment. En 2013. Ouais. Elle n'était pas du tout dans les Ça mêmes veut dire quoi? Ça veut dire conditions. qu'ils ont une capacité à renouveler leur effectif? Voilà. Ça veut dire quoi? Non, au contraire, c'est pas qu'ils ont une capacité. Parce que s'ils avaient, par exemple, pour ce tournoi de Yaoundé, s'ils avaient tout leur effectif, moi je vous dirais que oui, on pourrait. C'est ça ce qui pourrait vous être donne, c'est ce qui acceptable. vous laisse encore plus de regrets? Bien sûr. Mais bien sûr. C'est difficile à C'est difficile à imaginer parce que, je vous ai dit, c'est quand même difficile de l'accepter. Même contre le Nigeria. Le Nigeria, c'est une équipe qu'on peut battre facilement 3-0. D'ailleurs, les scores des 2 premiers sets ou les temps dans lesquels se sont terminés les sets, c'est un révélateur. On les a gagnés au premier set à 25-17 en moins de 20 minutes. Le deuxième set, on les gagne 25-14 en moins de 18 minutes. On perd le 3e set et on revient. On prend le dernier set de la même manière, pratiquement. C'est pour ça que vous dites que ça joue au mental? Oui. Et parce c'est que toujours là, sur le score de 3-2 face au Cameroun. Cette fois, c'était un point, mais bon, on n'est pas loin. C'est pour ça que je dis que c'est... Parce que c'était quelque chose qui était à leur portée. Maintenant, on n'arrive pas à maintenir cette concentration. J'ai comme l'impression que la victoire du Rwanda contre le Cameroun nous a joué un mauvais tour. Apparemment, notre équipe est rentrée parce que le Rwanda a battu le Cameroun. Ça veut dire que c'était un match... Et l'Algérie avait battu le Rwanda 3-7-0. Voilà. Et que pour eux, c'était facile, alors que le match se gagne sur le terrain. Alors, on a l'impression, je ne sais pas si vous partagez cette impression, que le ciel est tombé sur la tête de l'entraîneur national, Mourad Senoun, qui est aux abonnés absents. Oui. Il a très mal vécu cette élimination. Certainement, ça confirme ce que je vous dis, parce que je pense que même lui, il était dans cette même situation. vous n'avez plus de ses nouvelles. Non. Je vous dis, je pense que c'est la même chose, parce que même lui, je suppose qu'il n'arrive pas aussi à comprendre ça, à digérer ça, à avaler ça. Malheureusement, c'est ça. Alors, grande question, est-ce que vous avez eu un compte-rendu de l'entraîneur national? Non, pas encore. En toute sincérité, comme nous étions plus ou moins pris par ce tournoi qualificatif, nous n'avons pas encore eu de compte-rendu, ni de l'entraîneur pour l'instant, ni du chef de délégation, mais ça se fera tout de suite après ce tournoi de qualificatif. Je vais rester. Pour vous, cette élimination, c'est un frein au développement ou au fait que la discipline puisse aller encore de l'avant? Permettez-moi d'aller sur un autre sujet, parce que de l'autre côté, si vous répondez à ma question, oui. Indépendamment de l'aspect sportif, ce que ça nous a fait perdre... Sur le plan financier? Sur le plan financier, peut-être, ça aurait pu être beaucoup plus... Les partenaires? Notamment, bien sûr, c'est clair, ça se joue sur ça. Donc c'est une défaite sportive et marketing. Bien sûr, ça c'est clair. Même pour nous, moi je suppose que s'il y a eu cette qualification, même par rapport à ce qu'on fait comme préparation, par rapport à ce tournoi, je pense qu'on aurait été sur un autre nuage. De toute façon, dans moins d'une année, il y a les qualifications pour les JO. Ça va être entamé. Oui. Alors, qualification pour les JO dans pratiquement une année. Mourad Senoun est aux abonnés absents. Est-ce qu'il va continuer ou pas? Qu'est-ce que vous attendez? Il y a un nouveau directeur technique national qui a été nommé et qui était sur ce plateau, M. Tlemceni. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le temps, les jours qui passent ne se rattrapent pas. Oui. Et comment faire, justement? Parce que les JO, ça se prépare dès maintenant. C'est clair. Bon, de toute façon, je vous dirai la chose suivante. Déjà, quelque chose devait aussi se produire indépendamment du résultat de ce tournoi qualificatif par rapport à l'effectif général. Parce que nous devons aussi nous projeter à l'avenir. Quel que soit le résultat du tournoi, qualifié ou pas qualifié, il devait se produire quelques changements, notamment au niveau des effectifs, qui devaient être prises, notamment par rapport au groupe. Mais là, la donne change totalement. Quelles sont les décisions qui devaient être prises et qui peut-être n'ont pas encore été prises ou ont été prises? Alors lesquelles? On devait notamment, même s'il y a eu qualification, on devait peut-être aller vers le renouvellement d'une partie de l'effectif. Mais là, en toute sincérité, je vous dis, c'est le problème du groupe en tant que groupe qui se pose maintenant. Parce qu'il va falloir chercher à comprendre, et puis s'il y a des décisions à prendre, on les prendra. Renouvellement du groupe, et vous dites, maintenant, la donne change complètement. La donne par rapport au groupe?
Par rapport à l'entraîneur, par rapport... Justement, c'est pour ça que je parle de groupe. Ça veut dire Global. le groupe, c'est global. Le staff et les joueurs. Maintenant, il y aura certainement des rapports. Il y a des questions, parce que même nous, il y a beaucoup de points d'interrogation auxquels nous allons demander des explications. C'est à partir de là qu'on prendra... Si j'ai bien compris, Président, ça doit marcher et ça va marcher. Inch'Allah. Ça doit marcher. Vous avez votre plan pour ça? Oui, certainement. Si je vous ai dit qu'initialement, même s'il y avait qualification, on devait aller vers autre chose, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Les prochaines échéances, c'est quoi? C'est les championnats d'Afrique 2015. Là, c'est une question directe que je vais vous poser. Oui. Alors, si dans 2 ans, il y aura 2 équipes, senior hommes, senior dames, aux Jeux Olympiques de Londres, c'est un défi, c'est votre défi? Non, du Brésil, c'est pas Londres. Du Brésil, pardon. Londres, c'est passé. De Rio de Janeiro, oui, en 2016. Est-ce que c'est dans nos cordes? On reporte le rêve qu'on avait là maintenant pour qualifier 2 équipes à un championnat du monde. Et nous allons justement travailler pour ça, parce que maintenant aussi, indépendamment de la concurrence extérieure, il y a aussi une concurrence intérieure. On souhaiterait toujours rester parmi... Il y a de la qualité en termes de joueurs, vous avez à peu près pour l'équipe nationale? C'est ça, la plus grande inquiétude, et à ce niveau-là. C'est-à-dire peut-être qu'il y a quelques individualités. Moi, comme je le disais dernièrement dans une conférence de presse, on ne peut pas dire on a une équipe nationale si l'équipe nationale repose juste sur quelques éléments. Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques éléments de perspective, mais il n'y a pas la masse. Et je parlerai surtout en garçon. Ce n'est pas le cas en filles. En filles, pardon, les pôles de développement sont là. Béjaïa, notamment, Schleuf, Alger, Schleuf. Alger, il y a le Rija à un moment donné. Oui, voilà. mais surtout, c'est Béjaïa, Schleuf, Tlemcen. Oui, Tlemcen, voilà, à peu près. Voilà. C'est ça les pôles de développement. Ça, les véritables pôles de pour les garçons, disons l'Est, les hauts plateaux, Borj, Sétif, Borj. Voilà, oui, c'est les 2 on équipes. revient à Béjaïa, bien sûr. C'est le même phénomène. C'est la même chose. C'est la même chose. Tout est à l'Est. Et au centre, vous avez le GSP. Oui, nous avons le GSP, oui. Mais bon, moi, vous n'avez pas l'air. Quand je vous dis vous avez le GSP Non, moi je parle en termes disons, de formation, d'arrivée de joueurs au niveau des équipes nationales. Mais les pôles formateurs sont ceux que vous venez de citer. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Il n'y a pas grand-chose. Ça vous inquiète pour les garçons? Le fait qu'il n'y ait pas une densité, qu'il n'y ait pas une masse d'athlètes? Oui, bien sûr. Je reviens... Est-ce que vous allez faire comme pour le football, vous rabattre, ou comme pour le handball, vous rabattre sur les Algériens résidant à l'étranger? Personnellement, non. Parce que pourquoi? Est-ce qu'il y a du potentiel à ce niveau-là déjà? Je ne sais pas. En volleyball? Si, peut-être, si. Il y a quelques-uns. Si ça reste à quelques éléments, il est clair qu'on les ramènera. Si réellement, ils peuvent apporter un plus. Parce que sinon, très souvent, des joueurs qui sont de l'autre côté aussi posent d'énormes problèmes. Parfois, vous n'avez pas cette facilité de les avoir. Pour les filles, vous le faites? Oui, on le fait parce qu'il y a, pour l'instant, par exemple, il n'y a qu'une seule fille. Et puis c'est une fille qui est partie d'ici. Qui a été formée en Algérie. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il y a une sacrée différence entre les 2 cas. Mais c'est clair, cette base, l'élargissement de cette base, c'est ça qui nous inquiète le plus. Il y a l'élargissement de la base, mais il y a aussi les autres paliers, les paliers inférieurs, les catégories d'âge jeunes au niveau des sélections nationales. Si, par exemple, en cadet, en junior, s'il y a une année où ça ne produit pas, ça se répercute forcément sur l'élite nationale. Est-ce que de ce côté-là, il y a un travail Est-ce que vous avez le potentiel en cadet junior? Est-ce qu'on a une bonne élite? Non, justement, moi c'est par rapport à ça que je dis s'inquiétant, notamment en garçon. C'est un peu la même situation en filles, parce que si on devait revenir marche arrière, que ce soit dans l'ex-catégorie junior ou dans les cadets de filles, nous n'avons pas recensé plus de 4 à 5 éléments. Mais nous, notre satisfaction... C'est inquiétant, ça. Oui, notre satisfaction un petit peu, elle est dans cette catégorie qui doit aller vers les championnats d'Afrique cadets de filles, où il y a un groupe quand même assez important d'une 30aine de filles et qui présente un gabarit assez intéressant et une maîtrise technique assez intéressante. Et c'est sur elle qu'on... Mais de l'autre côté... Monsieur Gougam, c'est assez étonnant, paradoxal. Vous dites, chez les filles, nous avons plus d'athlètes que chez les garçons? Non.
Attendez, Oui. je m'explique. Ouais, je m'explique. Ouais. Je m'explique. Non, c'est un paradoxe, effectivement. Si on devait aller voir l'effectif général des pratiquants, c'est en garçon qu'il y a plus. En Les termes de statistiques. qualité, En termes de qualité, c'est l'inverse. Parce qu'en filles, c'est pour ça que je vous dis, d'ailleurs on a un truc avec le sport universitaire qu'on va lancer éventuellement l'année prochaine, c'est par rapport à ça. Mais en filles, on se limite à une trentaine d'équipes à travers le territoire national. 30 équipes multipliées par 12, ça vous donne quoi? Ça vous donne à peu près 350. 350. Bon, écoutez, c'est un peu difficile quand même, mais c'est pour ça que je vous dis c'est un paradoxe. Et pourtant, il y a un nombre réduit, mais n'empêche que nous disposons d'une qualité. Là où on a un nombre important, c'est là où on dispose de moins de qualité. c'est dû à quoi? Comment vous l'expliquez? Je suppose Travail. que c'est dû à la qualité du travail à la base. C'est la formation. À la qualité de la formation à la base. Eh bien, ce qui fait qu'en d'autres termes, vous avez beaucoup de travail devant vous. On rappelle, clair. aujourd'hui, entrée en lice, vous le dites, nos filles sont favoris sur ce tournoi pour décrocher leur billet pour la phase finale ou pour le championnat du monde qui aura lieu en Pologne. Monsieur Orbagougam, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Abdou Serwani. Vous restez avec nous. Deuxième partie de l'émission consacrée à l'arbitrage. Deuxième partie de l'émission consacrée à l'arbitrage avec deux journalistes spécialistes d'arbitrage. Yazid Wahib d'Al-Watan, Rachid Abed du quotidien Liberté. Merci. Eh bien, on revient aujourd'hui sur la réunion qui a regroupé l'ensemble des arbitres, Ligue 1, Ligue 2, en présence du président de la Fédération algérienne de football et du président de la Commission centrale d'arbitrage. Il y avait le feu à la maison? D'où la nécessité de cette réunion? Non, il n'y avait pas le feu. Rachid Abed. C'est une réunion très ordinaire. D'ailleurs, dans le passé, si vous vous rappelez, la saison passée, le président de la Fédération algérienne avait aussi regroupé les arbitres avec lesquels il a expliqué le plan de développement, il a expliqué la démarche de la Fédération algérienne. Il les a en quelque sorte exhortés à faire preuve un peu d'ingéniosité, d'impartialité, notamment en cette période très cruciale du championnat. Nous On est à 10 abordons journées la de la phase fin. retour. L'enjeu devient important tant pour le sommet que pour les équipes du bas du tableau. Donc les arbitres doivent un petit peu s'améliorer. Parce que, Ammar, vous savez, ces derniers jours, et ces dernières semaines, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'arbitres, un tollé général, tant au niveau de la presse qu'au niveau de la classe sportive. Donc hier, la rencontre d'hier, M. Raourawa a parlé pendant 40 minutes. Il a un petit peu exhorté tous les arbitres à faire preuve, comment dirais-je, d'un peu d'ingéniosité à l'avenir et de faire attention aux résultats, notamment dans les divisions inférieures, la Ligue 2. Et je reviendrai tout à l'heure sur le sujet. D'accord. Yazid Wahib, une réunion qui arrive à 10 jours de la fin du championnat. Alors est-ce que le timing, c'était dû au problème, peut-être au calendrier du président qui a été pris, ou bien c'est parce qu'il reste 10 journées? Probablement, c'est lié au timing, comme tu l'as dit, du président qui était absent ces derniers jours. Il était tenu par des obligations. Alors, je repose la question. Nécessité, il y avait urgence? Je pense qu'il y avait urgence et la réunion d'hier n'a pas répondu aux attentes parce que face à la situation qui ne cesse d'empirer au niveau de l'arbitrage, les réponses n'ont pas été à la mesure des attentes. Redire aux arbitres, attention, ne vous laissez pas tromper par des présidents de club, attention, on va vous surveiller, vous devez être vigilant. Je pense que c'est du réchauffé, on n'a pas besoin de faire de la morale aux arbitres à ce niveau. Il y a des choses un peu plus sérieuses qui se déroulent, c'est-à-dire le malaise qui est en train de couver depuis des mois au niveau de l'arbitrage algérien. Et la preuve en est qu'il ne se passe plus une journée sans qu'il y ait des contestations de toutes parts, qui fusent de toutes parts. Et la réunion d'hier n'a pas apporté les réponses qui étaient attendues, c'est-à-dire que des solutions pour améliorer la situation. C'est-à-dire que la réunion d'hier n'a fait qu'entériner ce qui se fait depuis des mois, pour ne pas dire des années, c'est-à-dire que tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Continuez jusqu'à la fin de saison et on verra. Ce n'est pas ce qui était attendu. On ferme les yeux? Bien sûr, totalement. Ferme les yeux, totalement. La preuve en est que les affaires qui s'amoncellent, des erreurs, des fautes, des erreurs stratégiques, absence de politique, de vision à long terme,
Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui a été dit pendant ces dernières années n'a été que du baratin et du vent. Baratin, vent, absence de vision. Non, vous dites, tout à fait. Je Rachid suis pas Abed, d'accord. vous n'allez pas dans le même sens. Chacun développe sa vision tout à fait. comme il veut. Moi j'ai la mienne. Le résultat est là. Depuis 82, nous n'avons aucun arbitre qui participe au mondial. Paradoxalement, comment vous expliquez qu'un arbitre retenu pour le mondial, c'est pas tombé par hasard, c'est le fruit d'un travail de longue haleine au niveau de cette structure. Je suis là pour défendre personne. Je suis là pour être objectif. Non, on n'est pas pour défendre. Attendez, votre vision de l'arbitrage. J'ai bien dit, on a deux spécialistes. Je suis là pour parler d'une manière très objective et claire. Il est vrai qu'il y a des erreurs, certes, comme on en voit partout en Europe. Nous avons vu hier, au championnat anglais, nous avons vu Espagne, des erreurs flagrantes, Ma'amar. Aujourd'hui, il y a des erreurs, certes, mais il y a l'interprétation de l'erreur et le degré d'erreur qu'on veut donner. Parfois, attendez, oui. Parfois, il y a des erreurs minimes, on a tendance à les amplifier comme s'il s'agit d'une guerre ou c'est-à-dire que l'arbitre a faussé le résultat. Si elle voilà, sur le oui, résultat. C'est vrai que les arbitres sont parfois trompés par les caméras. Je vous ai expliqué ici sur le même plateau, on a fait un tollé sur une main d'un joueur que l'arbitre n'a pas sifflé, par exemple au CRB, JSMB. Une semaine après, lorsque l'arbitre a sifflé un penalty, où il y avait un toucher de main, on a dit pourquoi il a sifflé. Donc, il faut dire ce qu'on veut maintenant. Il est vrai que accuser les gens comme ça, d'une manière gratuite, c'est facile. Mais il faut parfois... Donc, pour vous dites, il y a une politique, il y a une stratégie, et le fait qu'on ait un arbitre en Coupe du Monde... Pourquoi depuis 82, il n'y a aucun arbitre n'a été au mondial? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un arbitre au mondial, en l'occurrence Haïmoudi. Ça, c'est quoi? C'est le fruit quand même de travail d'une structure. D'accord. Yazid Wahib, est-ce représentatif le fait qu'il y ait un arbitre algérien au mondial d'une stratégie au niveau de la commission centrale d'arbitrage? Non, peut-être qu'il y a une stratégie, parce qu'on ne peut pas développer l'arbitrage sans une stratégie ou une politique. Mais je dis que c'est une stratégie qui est biaisée, une mauvaise politique, parce qu'on ne peut pas dire que par rapport à quoi? Par rapport au développement de l'arbitrage dans son ensemble. Si aujourd'hui on parle de la présence de Haïmoudi et Tchali en Coupe du Monde, tant mieux pour l'arbitrage algérien. Mais est-ce que la présence de ces deux arbitres en Coupe du Monde signifie que l'arbitrage algérien se porte bien? Moi, je réponds non. Je pose une question. Qu'est-ce qui vous fait dire non? Ce qui me fait dire non, c'est tout ce qui se passe dans l'arbitrage, la manière avec laquelle l'arbitrage est géré. Je voudrais seulement comprendre les raisons qui ont fait qu'un arbitre international, un arbitre assistant, ait été déchu de son badge, qu'on nous donne la raison. Je veux parler de M. Béchiren, arbitre international qui a été déchu de son badge. De manière officieuse, on nous a dit, on nous a dit que cet arbitre est mal classé. Parce qu'il faut savoir que la CFA, depuis des années, parle d'un classement, mais que personne ne voit. C'est l'Arlésienne. Donc vous parlez d'opacité et d'un badge qui a été retiré. Et quand vous prenez cet exemple, vous me parlez d'une politique de 2 poids 2 mesures. Si je comprends bien. Plus que 2 poids 2 mesures. D'ailleurs, il faudrait qu'on nous dise les raisons de la déchéance du titre d'arbitre international de M. Béchiren. Pourquoi M. Béchiren a été déchu? Est-ce que c'est dû à ses performances sur le terrain? Il est mal classé. Et ce n'est pas vrai. C'est l'un des meilleurs arbitres assistants de par le classement qui est caché. Et cette affaire de Béchiren, elle va donner lieu à une affaire encore plus grande. Parce que ce n'est pas une histoire de classement ou de performance. C'est une histoire de quoi alors? C'est lié à une affaire de corruption. Très bien. Du match Betna, JS Saoura. Très bien. Opacité. Je n'ai pas terminé, madame. Ah, pardon. Alors, je n'ai pas terminé. Les erreurs d'arbitrage font partie du jeu. Elles existeront tant que le football existera. Mais là, on n'est pas d'accord. C'est quand il y a une politique qui favorise une catégorie d'arbitres au détriment d'une catégorie d'arbitres algériens. Je dis bien algériens. Il y a un système qui a été mis en place depuis des années, qui est fait pour favoriser
une partie d'arbitre au détriment d'une autre. C'est pour ça que La je dis preuve, il y a quelques heures, Oui. un membre, si on peut l'appeler, de la commission de la CFA, ou un contrôleur, qui a décidé de se retirer et qui a dénoncé la politique de 2 poids 2 mesures. C'est monsieur? C'est M. Belbord D'accord. qui, à l'issue d'un match, a porté ses appréciations sur ce rapport et a noté l'arbitre. Ça n'a pas plu au responsable de la CFA qui lui a fait savoir et qui a entraîné la démission de cette personne. Et je voudrais, et je termine sur ce problème de 2 poids 2 mesures, demander qu'on nous donne les véritables explications de la mise à l'écart de l'arbitre Miel, qui a été le meilleur arbitre au cours des 3 dernières années. Quand vous dites le meilleur arbitre, vous vous basez sur quoi? Sur le classement de la CFA. Mais il y a opacité. On ne le connaît pas. Moi, je connais le classement. Vous l'avez? J'ai le classement. Sources, Je l'ai consulté. 2011-2012, meilleur arbitre. 2012-2013, meilleur arbitre. Mais il a disparu des écrans. Très bien. Je vous pose la question, vous qui dites, Rachid Abed, je termine, hein, parce qu'on va revenir. Vous qui dites, il y a une stratégie claire, il y a une politique, ça se résume à des erreurs d'arbitrage. Oui. Quand Yazid Ouahi parle d'opacité en termes de classement des arbitres. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Moi, je dis mes raisons, je vais les expliquer. L'opacité en termes des arbitres, d'un badge d'international retiré à un arbitre pour une affaire, du non-respect du classement des arbitres, d'un contrôleur qui démissionne. Sinon, il y a malaise. Les contrôleurs étaient hier considérés comme des corrompus. Aujourd'hui, je vois que les contrôleurs sont devenus importants. Allez-y. Donc les contrôleurs sont c'est ce que vous dites. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait, dans ce même plateau, on avait traité ces contrôleurs de corrompus. C'est des gars on achetait avec un survêtement et tout ça. Les enregistrements sont là. Très bien. Bref, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Moi, je voudrais parler sur le cas de Bechiren. Oui. J'ai ici le même pro. Pourquoi on a oublié, on focalise sur Bechiren parce qu'il y a son père qui le défend. Pourquoi on a oublié Sofiane Bouster, un arbitre directeur de jeu qui était jeune talent de la CAF, à qui on a enlevé le badge? Personne n'a osé dénoncer ça. Il y a un problème, donc il y a un problème. Oui, justement, personne n'a parlé de Bouster. Pourquoi on en parle? Non, mais c'est cette politique, justement, de 2 poids et 2 mesures dans le traitement de cette affaire qui me fait réagir. On parle uniquement de Bechiren. Est-ce que vous avez des éléments de réponse concernant Bechiren et Bouster? Je vous ai expliqué la dernière fois. Expliquez-nous une nouvelle fois pour les téléspectateurs. Je vous ai dit que Bouster a été victime d'un contrôleur que je ne vais pas nommer et je vais bientôt dénoncer ça lors du match JSMB-USMA parce qu'il avait osé ce jour-là expulser 2 joueurs de l'USMA. Et là, le contrôleur lui a donné une note qui était inférieure à la moyenne. Donc, si vous voulez, éliminatoire. Mais s'il avait raison, le contrôleur... Oui, attendez, mais... Moi aussi, j'ai à dire beaucoup sur les contrôleurs. D'accord. Moi aussi, j'ai beaucoup à dire. Je connais beaucoup sur le contrôleur et leur Donc voilà un point commun. Vous le sur les contrôleurs. Mais on parle. Moi, ce que je dis, Ammar, vous rejoignez sur les contrôleurs. Politique au niveau de la CFA. Pourquoi aujourd'hui on focalise sur Bechiren et on oublie Bouster? Bechiren, c'est un cas. C'était un jeune talent de la CAF qui arrivait. Et Bechiren, c'est pas un cas? Oui, c'est un cas. Oui, c'est un cas. Bechiren, il est victime c'est un ou problème. pas? Moi, je ne peux pas répondre. Ah, très bien. Maintenant que les gens qui ont des informations, qu'ils aillent jusqu'au bout de ça. Sur l'opacité concernant la liste. Moi, je parle de, par exemple, pourquoi ce traitement de 2 poids et 2 mesures. On parle d'un arbitre à qui on a enlevé le badge et on ne parle pas d'un autre à qui on va enlever le badge à la même année, Mahamar. À la même année, c'est-à-dire... L'opacité concernant la liste des internationaux ou le classement des arbitres. Pas du tout, parce que je vais vous expliquer. Par exemple, le cas Miel. Mais attendez, Miel, comme l'a expliqué le président de la CFA, il est atteint par les limites d'âge. Je ne suis pas là en train d'expliquer aux arbitres. Mais je donne à peu près ce qu'il y a. Il y a 3 ans de cela, la liste des arbitres internationaux, il était très difficile d'enlever quelqu'un. C'était très difficile. Mais Miel était number one. Il était number one. Mais non, mais il était le numéro 1 au classement. Oui, mais ce classement-là, il n'existe que dans la tête de certains. Nous ne l'avons jamais vu. Donc vous reconnaissez qu'il y a opacité. Bien sûr. Donc s'il y a réellement un classement pour Miel, classé première, qu'on nous le montre. Et comme ça, qu'on en finisse une fois pour toutes avec le cas Miel. Personne ne doute des qualités de ce Miel. Samedi, il a fait un très grand match. ESS AISO, il a été crédité d'un très bon match. Mais aujourd'hui, si on veut mettre fin à cette opacité, qu'on
Mais ça, c'est la CCA qui doit la donner. Tout C'est la à fait, CCA. voilà. Donc il y a Mettre opacité. un terme. Vous reconnaissez Moi, qu'il y a je opacité. dis, la grosse erreur que M. Belhaid Lakar, s'il m'écoute, c'est qu'il ne communique pas. Il faudrait, quand il y ait des choses pareilles, il communique, il explique. Il vient à la presse, il explique. Comme ça, il met un terme à toutes les spéculations. Pour vous, c'est des spéculations? Pour moi, c'est des spéculations, tout à fait. Pour Yazid Wahib? Oh, je reprends. S'il ne s'est pas exprimé, M. Belhaid Lakar, c'est qu'il y a de l'opacité. Ça confirme ce que j'ai dit. Et si tu me permets, Mammar, tu me donnes une minute. Mais je vous donne une minute. Allez-y, vous êtes là pour débattre justement de l'arbitrage. Je peux t'exhiber le document que la CFA ne montre pas. Vous l'avez le document? Et qui confirme, bien sûr. Vous l'avez le document ici? Je ne parle pas dans le vent, Mammar. Vous pouvez nous le montrer? Bien sûr. Eh bien, montrez-le nous. Tout de suite. Merci, ben voilà, c'est en direct comme ça, vous allez nous montrer le document, comme ça on va le voir, ce document que la CFA ne montre pas, comme ça, ou que vous avez eu la chance de la voir. Si votre caméra peut... Alors le caméraman, on va lui demander au cadreur de nous prendre justement ce document, ou si vous pouvez me le donner, comme ça on va le montrer devant la caméra, si vous pouvez me le donner, voilà, merci. Alors, Tu donnes le classement des saisons et les moyens. Eh bien voilà, c'est la Commission fédérale des arbitres, classement des arbitres et arbitres assistants. Miel pour la saison 2011-2012, 27 matchs, moyenne 7,90, devant Rorbel, Amalou, Bichari, Abicharif, Houesnia. Pour la saison 2012-2013, Miel fait 18 matchs, il est en tête avec 8,65 et il a augmenté donc sa moyenne. Voilà, juste en face. Alors la caméra. Voilà, juste comme ça, on va peut-être, voilà, avec l'éclairage, comme ça, ça ne gênera pas. Donc, voilà le document de la CFA, de la CCA, pardon, que vous avez montré. Mais bien sûr qu'on va vous le redonner, ça, on va le En 2011, ils n'ont promis aucun arbitre. Non, 2012. En 2011, 2011, il n'y a aucun arbitre qui a été ça, promis. c'est le classement. Ils ont maintenu la même liste. 2011, elle a été reconduite pour 2012. J'apporte ensuite une petite précision, c'est Oui. qu'en 2011-2012, 2012-2013, par la limite d'âge, il avait 34 ans, 35 ans. Il ouvrait droit. L'arbitre, pour passer international, il a jusqu'à 38 ans, et c'est les règlements de la FIFA que la CFA et la Fédération doivent appliquer. Et je reviens sur le cas de M. Béchiren. Je rebondis sur nos arbitres qui vont aller en Coupe du Monde et je leur souhaite de faire une Comme nous tous, grande Coupe du Monde, bien sûr. Oui. Le cas Béchiren n'a rien à voir avec ses performances sur le terrain. Mais alors, c'est Il a été touché par une sanction qui ne dit pas son nom. C'est laquelle? Laquelle il est soupçonné. Au Oui. même titre que deux autres arbitres qui vont aller en Coupe du Monde, M. Himoudi et M. Itchali, Oui. d'être quelque part impliqués dans l'affaire Betna Saoura. Betna Saoura, qui est passé, dont l'affaire a été jugée, rappelons-le. Il a été, Elle est en justice. c'est en quelque sorte un lampiste. Il a payé. Il a payé pour quelque chose, peut-être qu'il a commis. Peut-être qu'il a commis. Peut-être qu'il Il y n'a a pas un commis. grand point d'interrogation. D'accord. Maintenant, Oui. qu'est-ce qui donne encore plus de poids à cette crise qui s'amplifie de saison en saison? C'est l'absence de transparence. C'est l'absence de transparence dans la gestion de l'arbitrage. Maintenant que les contrôleurs soient des pourris, chacun assume ses responsabilités quand il déclare que c'est des pourris. Mais les pourris, ils sont partout. Il y a des gens qui perçoivent des mandats et qui n'ont rien à voir avec l'arbitrage, qui sont payés par des clubs, qui ont été payés par des clubs. La corruption a atteint un degré inimaginable dans le football algérien. Et le meilleur moyen de sauver l'arbitrage et le football algérien, Oui. c'est de dénoncer ces pratiques et non pas fermer les yeux et penser à la saison prochaine. Alors, deux avis qui divergent. Je me tourne vers vous, Rachid Abed. On voit, vous avez disons, ce qui ne fait pas l'unanimité, ou disons que là où la CCA se trompe, c'est par exemple Belhaid Lakar qui dit, concernant les contrôleurs, ça sera des internationaux. Or, il y a 39 contrôleurs, il y a 8 internationaux. Oui, C'est là également où le bas blesse, Il y a sur les contrôleurs. c'est vrai. Il y a international d'international. Comment international? Moi, Encore je une fois connais- qu'il a eu le badge. Attendez, Mar. Moi, je connais des arbitres internationaux qui n'ont jamais arbitré le moindre match. Je peux vous en citer un cas. L'arbitre Samer Boupakour de Tizi Ouzou. Il a eu deux années de badge, 2 années consécutives. Il n'a pas arbitré la moindre rencontre. Vous avez Ahmed Srir de Rilizen. Il a eu le badge international, il n'avait pas arbitré. Donc cela ne veut rien dire un arbitre international qui a un badge. Maintenant, s'il faut Pour aller contrôler, Maintenant, s'il faut dénoncer la corruption, on la dénonce.
Et pas en parallèle, on encourage d'autres l'incompétence. On dénonce la corruption. On n'encourage pas en parallèle l'incompétence. Qu'est-ce que vous voulez de dire, certains. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de dénoncer ce qui se passe autour de cet arbitrage. Mais parallèlement à ça, il ne faut pas qu'on mette en valeur des personnes dans le passé et tout noir, hein. Par exemple. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas, par exemple, aujourd'hui, dire casser les meilleurs. Le téléspectateur Non, ne comprend pas. Attendez, Pour être clair. aujourd'hui, il ne suffit pas, par exemple, aujourd'hui, de casser, de dire pourquoi cet arbitre, pourquoi ce président du CFA n'est pas bon pour, par exemple, qu'on prépare le terrain à d'autres. Ça, ce n'est pas bien. Mais c'est les faits. Mais ça, c'est les faits. Par exemple, la liste des internationaux. Oui, je sais. Mais ça, c'est des faits. Oui. D'accord. La démission de monsieur du contrôleur, dont j'ai oublié le nom. Ça n'engage ça, que lui, la démission. C'est un Moi, fait. je n'ai rien à dire Donc, sur non, ça. non, mais je vous Ça dis, n'engage il y a que la des faits. personne, Mammar, oui. Également, dans le traitement des arbitres qui est différent, ça c'est un fait. Bon. Donc peut-être qu'au bout de 14 ans, il y a usure. Je ne sais pas, je pose la question. Pas 14 ans, parce que la CFA, depuis 2009 qu'elle est là. 2009. Monsieur Belay Lacarne, il avait fait un passage. 2009, oui, 2009. 2009, d'accord. Il était pas là avant 2009. Il est parti. Il a travaillé avec Rahmo, Omar Kezal. Oui. D'ailleurs, les arbitres qu'a promis Lacarne en 2000, en l'occurrence, Ben Issa, Ben Nouza et Haïmoudi, sont toujours là en 2000. C'est les mêmes arbitres qu'il avait promis. Il nous reste 2 minutes, on va avancer, c'est parti très vite. Travaille. Très bien. Yazid Wahib, vous voulez répondre? Je réponds. Je ne suis l'avocat de personne. Je ne suis avec personne et contre personne. Je me contente de constater. Je dis que l'arbitrage, il est pourri, entre guillemets. Je ne dis pas pourri les gens pourris, mais il est pourri par... Il est gangréné, vous dites? Il est pourri par toutes les pratiques. Et tous les gens qui sont passés par l'arbitrage, tous ceux qui ont fait partie de l'arbitrage, ont leur part de responsabilité. Je ne blâme pas Belay Lacarne. Belay Lacarne a sa responsabilité dans ce qui se passe dans l'arbitrage. Tous ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui attendent pour reprendre sa place ont une responsabilité. En se taisant, tous ceux qui se sont tus pendant ces années, qui ont laissé cette dérive, portent une responsabilité, au même titre que celui qui dirige l'arbitrage depuis quelques années. Que faire, oui? Ouais. Miel a passé de demander-lui, Miel. Ça me revient un peu l'idée. Allez-y, appelez Miel, il vous dira combien d'années il a passé pour être de grade sur la Ligue fédérale. Il est number one. Non, ça. De Interligue à fédéral depuis 2000 jusqu'à 2008 pour qu'il puisse passer au grade fédéral. Messieurs, c'est passé très vite. On reviendra sur l'arbitrage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux visions qui sont complètement différentes. On a vu également cette liste, ce document qui montre qu'il y a une liste. Par exemple, Miel y a été donné premier, mais on aura l'occasion de revenir. J'espère. Je m'excuse. Ouais, rapide, parce pourquoi que la CFA, dans un souci de clarté, de transparence, elle n'affiche pas en fin de saison, comme elle s'était engagée à le faire il y a quelques années, son classement. C'est tout. Le fait qu'elle ne donne pas le classement, ça ouvre la porte à toutes les suspicions. Vous êtes également pour la publication, bien évidemment. Ça, c'est logique. C'est logique. Eh bien, Yazid Wahib, merci. Rachid Abed, merci. Le débat continue. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.